surtout de ma combativité. Je vais à cette élection où j'en parle, je ne suis pas candidate, pas parce que je ne souhaite pas l'être, mais parce que j'estime que ce n'est pas ma saison. Et pour des questions de cohérence, justement, puisque je conteste farouchement et rigoureusement, justement, le magistère de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, j'ai estimé que pour être cohérente avec ma propre démarche, il était souhaitable de ne pas être candidate à ma propre personne. Mais au-delà de tout, est-ce que c'est la raison ultime pour ne pas donner la possibilité à d'autres personnes de briller? Telle est la question. Je voudrais que vous puissiez comprendre que les plus grandes batailles ont toujours été menées en minorité. L'expérience des choses me l'a démontré. L'ANC, d'ailleurs, l'ANC est une organisation qui a fait son temps, après plus d'un siècle de bataille acharnée, et d'ailleurs elle continue. Elle a quand même plus ou moins porté haut les couleurs de son combat. Et je voudrais que vous puissiez comprendre qu'on n'a pas besoin d'être en majorité pour avoir raison. Ok? Il suffit qu'on y croit et qu'on se donne les moyens d'y parvenir. Ce soir, je voudrais que vous puissiez comprendre que ce n'est pas parce que ce n'est pas mon heure que ce n'est pas l'heure de Giovanni. C'est pas parce que ce n'est pas mon heure à moi, Manga Makanga Leizadana, que ce n'est pas l'heure de Lionel Ngonga. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon heure à moi que ce n'est pas l'heure de Barack Obama. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon heure à moi que ce n'est pas l'heure de M. Guy Makaya. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon heure que ce n'est pas l'heure de Mme Alice Sadibé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon heure que ce n'est pas l'heure de Mme Peggy Nandon ou de M. Frank Jotan et toutes ces personnes, mon beau-frère Yvon Moutinga, mon grand frère Félix Pongo et toutes ces personnes que je ne saurais citer, où ce n'est pas l'heure d'un père tel que Mike Jotan, un confident, un ami de très longue. Ou même si on n'est pas d'accord sur le plan politique, mais on a tellement partagé des choses ensemble que si je crois aujourd'hui qu'il est même candidat, ça fait partie justement des différentes discussions qu'on a partagées au cours des années précédentes. Et ce que je prêche ici ce soir, c'est tout simplement l'espérance. Je prêche l'espoir. Il faut continuer d'y croire, même là-haut. On n'a même plus de raison d'y croire. Je vous exhorte humblement, si vous permettez, à prendre les cœurs oranges massivement. Vous voyez à côté de mon prénom Dana. Prenez les cœurs oranges, remplissez l'objectif du jour. Je sais même pas c'est quoi là. C'est quoi l'objectif du jour? Attendez. C'est quoi l'objectif du jour? Bref. Essayez de prendre les cœurs oranges. Alors, merci Mami Wata. Il faut savoir accompagner les autres vers une marche d'estal. Il faudrait que vous soyez les témoins de la réussite d'autres personnes. Cette chanson-là de Maria Carey que j'écoutais, c'est une chanson qui me ravive des moments très importants dans ma vie. Et il y a une parole que Michael d'ailleurs dit, il dit peu importe ce que tu vas traverser, mais sache une chose, si tu te retrouves dans la merde, je veux juste enlever l'émotion autour, mais si tu te retrouves un jour dans des problèmes, n'hésite pas, just call my name and I'll be there. Donc, appelle juste mon nom et je te fais la promesse, I promise, I'll be there. Donc, je serai là. Et ce qui me laisse entrevoir au travers de cette chanson, c'est que je me suis vue il y a 10 ans. J'ai dit, waouh, c'est de là où je viens. C'est-à-dire, je suis devenu le gardien de moi, mes propres promesses. Mais il y a une chose que j'expliquais aujourd'hui à Princesse. J'ai dit, je n'aime pas être dans le camp des vaincus. Pourquoi? C'est un peu mon héritage émanant de ma culture nord-américaine. Chez nous, aux États-Unis, on n'aime pas perdre. On ne va pas à une élection pour compétir seulement. On ne va pas à une élection pour aller juste faire le nombre. Nous, quand on va à un challenge, nous les Américains, on va pour gagner. On ne va pas seulement pour gagner, on va pour conquérir. Donc, c'est-à-dire que le record là,
Nous, on va pour challenger le record là. On aime être les meilleurs. C'est audacieux, c'est arrogant et prétentieux, mais c'est comme ça qu'on est. Nous, on ne parle pas beaucoup, on agit seulement. Ça va, Yikia? C'est ça, c'est pourquoi notre emblème, c'est l'aigle. Parce que l'aigle représente la combativité. L'aigle représente les obstacles. Face à l'orage, il est temps, il déploie ses ailes. Il est de race pure. C'est pourquoi c'est l'animal que l'on assimile aux royautés et à la monarchie. Parce qu'il représente la pureté. Il n'arrive pas à s'assimiler à d'autres animaux volants. Même s'il en a l'ambition, il n'a pas la capacité scientifique de reproduction face à une autre espèce. C'est pourquoi on l'assimile à l'emblème des rois et des monarques. Les aigles ont la possibilité de continuer à voler malgré les orages. C'est là même, c'est là où se situe la spécialité d'un aigle. Et quand je vois les débats des flamants roses, parce que je n'ai même pas envie de dire, vous savez, il y a différents courants d'animaux volants. Mais quand je regarde les débats des pigeons, je me pose la question. Je vous ai dit, il y a des débats où vous ne m'y trouverez plus. Tu es dans les histoires de culte à la personnalité, d'idéaliser un individu. Oh non, même moi, Dana, Tata Huguette, là où je suis là, je suis ouverte à la critique. Tu peux me critiquer. Je conçois même que tu ne puisses pas partager mon point de vue. Mais ce que j'exige, par contre, par ailleurs, c'est que tu me respectes. Si tu m'emmènes dans une notion de non-respect, je vais comment on appelle ça? Je vais t'imposer, en fait, le respect. Mais que tu m'apprécies ou pas, tu as le libre arbitre. Et c'est comme ça. En fait, c'est mon héritage politique. Emmener le débat et les réflexions politiques à maturité. Il faudrait qu'on arrive à se comprendre dans la tolérance et surtout dans la divergence. Parce que c'est tout ça qui fait la beauté de la sphère politique. Je ne suis pas contre la différence, hein. Mais il faudrait qu'on se respecte. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se sont spécialisés à empiéter sur la liberté des autres. Et moi-même, je suis attachée, mais de manière intransigeante à ma liberté parce que je l'ai acquise au prix des larmes. J'ai payé le prix cher dans les humiliations. Comme a dit José, tu n'as même pas l'idée de comment j'ai trimé pour arriver là. Toutes les frustrations que j'ai essuyées, toutes les blessures que j'ai eues, les blessures que Dana a eues, pour qu'on prononce ce nom, Tata Huguette. Aujourd'hui, Dieu veut me bénir. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, tu veux te fâcher. Ah oui, qu'on se connaît, hein? Et puis tu veux me faire mal pour rien. Hein? Le talent là, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu peux me détester. Comme dit José, tu me détestes, pourquoi? Hein? Tu peux faire quoi? Oh, va là-bas! Période. Tu ne vas rien créer. Dieu a acté, c'est comme ça. Nous allons aller à l'élection là, même si on n'en a pas les moyens. Mais on va participer. Pourquoi? Parce que c'est le jeu politique. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se déploie, le débat de Bertie, oh les étrangers ont fait que c'est pour nous éloigner des véritables questions. Je vous l'ai dit. Qu'il y a une volonté manifeste à nous prendre en otage dans ces débats périphériques. Comme aime à le dire mon frère Boulingi Giovanni. Et pendant ce temps, l'UDB et le PDG sont en train de... C'est-à-dire qu'ils sont en train de glisser, c'est-à-dire de s'étendre et de s'expandre. Nous sommes en otage. Et je suis choquée de voir des gens de ma corporation ne même pas comprendre que le véritable piège se trouve dans cette situation. Oligui est le premier instigateur de ce climat-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à proposer en politique aux Gabonais. C'est un incompétent notoire. Nous devons nous en débarrasser, mais à tous les niveaux. Parce que, et par tous les moyens, merci, nous sommes en danger. La République est en danger avec un dirigeant pareil qui tient de tels discours. Nous allons écouter le discours d'Oligui. Et il y a des gens qui veulent raisonner, hein, qui veulent dire qu'Oligui a raison. Tata Huguette, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Ah bon?
Qu'est-ce qu'Oligui a dit de mal? Vous pensez faire du mal à qui? À moi, Dana? Non. Je vous dis que vous mangerez, vous moissonnerez les prémices de vos semences. Si vous pensez que les discours qu'Oligui tient, c'est dans l'intérêt du peuple gabonais, donnons-nous rendez-vous dans quelques années. On se donne rendez-vous dans quelques années. Parce que le temps n'attend personne. Le temps est un facteur déterminant. Comment tu vas, Olufela? Aujourd'hui, Oligui vous promet de vous construire un pays en vivant en autarcie. Écoutez le discours qui tient. Écoutons-le. Je suis allé chez eux. Les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Écoutez. J'ai été là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb. Les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand j'ai dit on va le faire ici, on me dit je suis xénophobe? Écoutez. C'est parce que ils ne veulent pas que les Gabonais vous travaillent. Il, c'est qui? Oligui, c'est qui? Ce sont les taximans là, de la communauté étrangère et amis du Gabon, qui votent les lois au Gabon. Ce sont les sujets étrangers là, qui ont produit le projet constitutionnel qui a fait de toi un hyper-président au point de nous produire un régime mi-semi-présidentiel, mi-exécutif, mi-parlementaire. Tu es un homme impie, tu es un trompeur et tu es un danger pour l'équilibre et la cohésion sociale. Ce sont les étrangers qui ont donné les multinationales la possibilité de bénéficier de plus de 90% de profit par rapport au nombre de barils de pétrole que la République du Gabon produit, la République gabonaise produit dans les sites pétroliers. C'est les étrangers qui sont responsables de la situation de non-développement et du sous-développement qui frappe la nation depuis plus de 56 ans. Mais Brice, qui es-tu? Qui t'a envoyé à la tête de ce pays? Qui t'a envoyé aujourd'hui venir jeter la réputation d'un aussi beau et grand pays que le Gabon à la vindicte populaire au point où aujourd'hui on ne peut dissocier l'adjectif de xénophobie à notre appartenance d'origine. Et il y a des gens qui veulent légitimer ça, qui sont prêts à accompagner un discours aussi surréaliste et irréaliste. Oligui, tu vas développer notre pays en promouvant la conduite des taxis. Donc, sans nous, alors la loi budgétaire, du moins la loi des finances, ce que vaut aujourd'hui les taxes et les impôts dans ce secteur d'activité, qui puissent permettre à ce pays-là de se développer, sans tenir compte de ce que comment on appelle ça, les régies pétrolières produisent. Dans le milieu du manganèse, quels sont les profits? Ce n'est même pas inscrit dans les lignes budgétaires, dans les lignes des profits de la loi des finances rectificatives gabonaises. Et tu te dis président. Et il y a des gens qui sont prêts à t'accompagner en prenant un tel discours. Vous savez, hein, les gens même ont insinué que Mandela avait trahi le combat. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte quand il y a eu l'incident, quelques années après son décès, où le peuple sud-africain s'est retourné massivement envers les communautés étrangères et amies de l'Afrique du Sud. C'est là que j'ai compris que Mandela avait eu une vision futuriste. Il avait compris que oui, les Afrikaners ont assujetti, ils ont pillé, ils ont esclavagé les Sud-Africains, les petits Zoulous et consorts. Mais au-delà de ça, pour pouvoir permettre à l'Afrique du Sud d'éclore, il fallait malheureusement faire avec ce qu'il y avait. Mandela avait compris que faire partir les Afrikaners pour remettre ce pays-là aux autochtones, c'était permettre à ce pays de régresser 100 ans dans le passé. Vous savez, il y a un philosophe qui est presque à l'origine de l'organisation des États dans le monde. Il s'appelle Thomas Hobbes. Et dans son livre, qui a fait de lui l'un des plus grands philosophes politiques des siècles des Lumières, il parle en fait de la transition d'un État primitif à un État structuré des nations. Et quand j'écoute Thomas Hobbes et que je vois que plus de 700 ans après son passage dans l'humanité, que le Gabon est reparti à l'âge de la pierre, je me rends compte que Thomas Hobbes était un visionnaire. Et je pense que les 27 années de Mandela lui ont permis de beaucoup lire. Parce qu'en prison, vous n'avez pas beaucoup d'activités. Partagez mon live, tapotez. Vous ne tapotez pas, vous ne prenez pas les cœurs orange, vous ne partagez pas. Qu'est-ce qui se passe?
Hier, on parlait de la vie de Bertie qui ne vaut absolument rien. Il y avait 600 personnes. Mais vous savez, hein, je ne suis pas étonné de voir que c'est des cancres qui continuent de gouverner dans les continents africains. Les Africains aiment le sexe. Les Africains aiment le scandale. Si j'avais pris la responsabilité de venir insulter Bertie, mon live allait être rempli comme ça. Mais comme je suis dans la conscientisation, les gens sont là nonchalants, se dire, ah mais mon Dieu, qui va lancer le live là? C'est tout ce que les Africains aiment. Le scandale et le sexe. Aucune réflexion. Ils n'aiment pas l'instruction. Ils aiment le scandale. Faut que Tata Huguette vienne parler de la vie de Bertie. Comme si c'est ce qui va résolver la situation de non-retour qui est en train de s'empirer. Oui, elle a créé un problème. Mais elle n'est pas l'unique responsable. Le discours d'Oligui que je suis en train de faire passer est un discours qui a été déclaré lorsqu'il était président du CTRI. Il était encore en transition. Ningua n'est que la suite logique du discours effréné ou des nombreux discours effrénés et populistes au relance ségrégationniste que prolifère Oligui par l'entremise et le biais de nos médias. Il est accompagné par le quatrième pouvoir qui a la responsabilité d'informer et d'instruire une nation. Vous pensez que c'est en venant parler de Bertie qu'on va trouver une solution? Non! Bertie nous l'a dit. Elle a été claire sur les antennes lorsque le général Makosso lui a posé la question. Maintenant, quelle est la forme de proposition que tu apportes pour essayer d'atténuer cette crise? Elle dit qu'elle n'a pas de solution. Il faut s'en remettre aux autorités compétentes. Sauf que la première autorité de notre pays tient un discours beaucoup plus dangereux que celui de Bertie. Et c'est ce discours que je vous fais passer aujourd'hui. Pour vous dire que, en fait, Bertie ne s'est pas improvisé. Bertie n'est qu'une évangéliste, une adepte d'un discours au relent sournois, au relent dangereux, qui est proliféré aujourd'hui par la première autorité. Parce que beaucoup de frères africains posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec les autorités. Ici, en audio, qui émane d'une vidéo, sont tirés des extraits d'un discours tenu par la première autorité, le premier représentant de la nation gabonaise. Logiquement, ce que nos frères africains doivent faire, c'est de récupérer ce discours pour interpeller les organisations internationales. Parce que nous qu'est-ce que nous représentons dans le schéma? On ne peut rien faire. Mais c'est tous ensemble que vous pouvez nous aider à interpeller les organisations internationales pour les mettre face à leurs responsabilités, pour qu'ils tapent diplomatiquement sur Oligui, pour qu'ils changent de trajectoire. Parce que qu'est-ce qui va arriver à ce pays-là? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Comme a dit quelqu'un tout de suite là que, avec Oligui, c'est plus de 2 ans et demi de rituel d'humiliation. Qu'est-ce qui va arriver? On attend quoi? On attend que quelqu'un soit allongé pour que cette soi-disant communauté internationale à qui nous payons des milliers et des centaines de milliards de francs, parce que vous pensez que quand on siège à l'ONU là, vous pensez que c'est gratuit? Non, hein? On paye. Il y a de l'argent qu'on soutire dans les caisses de nos États. Et ils sont là à jouer les pompiers pyromanes. Ils regardent la situation s'empirer. Comme ils ont laissé la situation s'empirer en Afrique du Sud. Il a fallu qu'un pays courageux comme le Nigeria, qui a aussi recours parfois à des méthodes peu orthodoxes pour répondre d'une manière vraiment agressive pour que les Sud-Africains se calment. Si le Nigeria n'était pas devenu une puissance en Afrique subsaharienne, pour calmer les Sud-Africains, c'est que les Sud-Africains auraient fait pire. Dieu seul sait s'ils n'allaient pas reproduire une razzia. Et pendant ce temps, nous laissons les Occidentaux venir payer les matières premières chez nous. Non, c'est la meilleure immigration. Regardez un peu ce qui se passe dans le secteur pétrolier. Vous faites travailler des enfants du Gabon, parfois originaires de ces contrées-là où vous allez puiser ces matières-là. Vous êtes incapable même de les régulariser au nom du principe de la souveraineté. Vous faites travailler les Gabonais chez nous en CDD. Et personne ne dit rien. Parce que les propres Gabonais qui sont censés représenter les intérêts, soi-disant de l'État, n'ont même pas compétence à imposer un respect par rapport au principe de la souveraineté. Et vous voulez m'amener sur les débats périphériques? Je n'ai rien à foutre de Bertie. C'était mon live. Quand j'ai commencé à faire les lives, vous savez que Bertie Niva ou Divasa existait? Mon blog ne se résume pas à ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'exerce pas le pouvoir, elle n'a aucune responsabilité étatique. C'est une citoyenne comme tout autre. Mais quand un président tient un discours aussi saugrenu, séparatiste, il met en danger la cohésion sociale. Et on veut accompagner un tel discours.
Et c'est un discours qui nous a échappé. Mais pourtant, voici les prémices de la situation qui donne aujourd'hui à un délinquant. Comment ils appellent le vieux cron qui a fait 13 ans en prison, le man non ferme là? Il s'appelle comment? Sami Boukan. Sami le Louba, comme dit mon frère Alain Péa. Sami a mis en exécution. Parce que Oligui même a prédit. Tu sais qu'il a fait de la prédilection dans ce discours-là? Il a prédit ce que Sami Bouka et certains assimilés ou bien certains passionnés sont allés mettre en exergue aujourd'hui. Oligui l'a prédit. Ça veut dire que dans ce discours, il y a des gens quand même qui l'ont interpellé. Que monsieur le président, attention au discours que vous allez aller lire face aux populations. Et ce sont des spécialistes des questions de diplomatie, des questions de souveraineté, de cohésion sociale. Parce qu'on lui a dit, monsieur le président, non, n'allez pas lire ce discours. C'est un discours qui peut se faire appréhender pour des esprits non éclairés et qui peuvent, en fait, aboutir sur des actes, des actes ingérables. Mais c'est incroyable. Écoutez un peu le président d'un pays. C'est ce qu'il dit, hein. Parce que, soi-disant, il veut pallier à la situation du chômage. Sauf que ce qu'il dit, il ne l'applique pas. En ce qui concerne l'acquisition de l'octroiement des marchés sous le principe de l'appel d'offres. Depuis que Oligui est arrivé, la constitution est claire. En République gabonaise. Comment on appelle notre journal là? Le journal officiel a pour responsabilité comment on appelle ça, de publier les appels d'offres émanant de tous les secteurs d'activité. Non, c'est dans le journal officiel et pas l'Union. Depuis que Oligui est arrivé. Vous avez déjà vu ça là-bas? Non. Et Bomaf a fait comment? Parce que le patron des Bomaf est d'origine, comme on aime à le dire au Gabon, étrangère. C'est un sujet burkinabé. Et Bomaf a fait comment pour devenir aujourd'hui le premier partenaire officiel de l'État gabonais? Mais prouvez-nous que vous êtes là dans un leitmotiv de réappropriation de souveraineté économique. Vous prenez les meilleurs marchés, vous les donnez à vos amis, soit des Brésiliens. Regardez un peu la situation de l'exploitation du fer de Belinga. Qui a donné le marché? Qui sont les principaux acquisiteurs comment on appelle ça, de l'exploitation du fer des ogivins? Ivindo Iron, il est où ce petit motherfucker de Arnaud Ngandji? Qui disait oui, mais vous savez, un État, voilà, un État devient fort aussi en passant par la réappropriation de la souveraineté économique. Et la souveraineté économique s'applique aussi sur le contrôle de l'exploitation de ses ressources et des matières premières. Il est où? Qui exploite aujourd'hui? Ivindo Iron, combien de Gabonais bénéficient aujourd'hui de l'exploitation des gisements de fer de Belinga? Combien? Faites-nous la comptabilité. Il est où? Le seul ministre qui n'attend jamais Oligui au pied de l'avion. Le seul. Un homme Dieu. Il est ministre du ciel et de la terre en République gabonaise. Président du conseil d'administration de sa banque. Tandis que l'État est clair. Ne peut exercer au gouvernement une toute autre fonction. Henri-Claude Oyima, 7 mois plus tard, nous démontre qu'il est au-dessus des lois dans ce pays. Soi-disant, nous sommes dans une 5e république. Je vais parler ce soir. Je ne parle pas des Ningwa. Voici des gens qui mènent ce pays dans le précipice. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, je vous envoie ma référence des choses. Nous avons à dire vis-à-vis de votre bilan de gestion. Oui, nous avons un procès à vous faire parce que vous avez accompagné des médiocres dans l'émergence. Mais au-delà de tout, vous faites aujourd'hui partie des uniques voix dissidentes qui prêchent le langage de la vérité. Quand monsieur Oligui Nguema donne la possibilité à son ministre des budgets, des finances, et il est encore ministre de quoi? De la dette et de l'économie, la possibilité d'aller contracter des emprunts avec la banque que lui-même il dirige, une banque dont le fonds de souveraineté est peut-être prouvé que c'est de l'argent détourné par les deniers publics, parce que nous tous on sait comment Oyima est devenu le président de la banque du Gondwana, qui se fait appeler publiquement la BGFI. Quand BGFI prend la responsabilité de donner de l'argent à l'État gabonais, sachant que sur le cours des emprunts, un État n'est habilité à emprunter que à plus de 5%. S'il a trop tué, c'est 6 le barème en hauteur. Mais il a fallu que un Gabonais, soi-disant de souche, et d'origine de Ngouoni, comme Oligui dans son fief natif, qu'il vienne nous démontrer que, avec lui, assis au ministère, l'un des ministères les plus importants de l'État gabonais, que l'État pouvait emprunter à une banque qui devient quoi?
qui devient un acquis pour notre pays et que le taux de remboursement pouvait se chiffrer à la hauteur de plus de 10%. Il a tué seulement, il dit 12%. Et c'est lui qui fixe, hein. S'il vous plaît, Oligui signe seulement. Qui va rembourser? Quand on a prêté, c'était pourquoi? Avec l'approbation de qui? La Banque mondiale a envoyé des émissaires venir nous informer 7 mois plus tard que la situation de la dette au Gabon avait bondi de manière agressive. Que c'est avec agressivité que Oligui et sa bande, sa ribambelle, le gang avec lequel il nous a pris en otage, soi-disant des gouvernants, vont s'endetter dans les marchés sous-régionaux. Et nous parlons de quoi? De relever la dignité des Gabonais? Oligui a relevé la dignité de qui? Faisons les comptes. Aujourd'hui, on a plus de 80% de la population gabonaise qui est extrêmement jeune et instruite, et en particulier diplômée, qui n'arrive même plus à trouver du travail. Pourquoi? Parce que l'État est le premier employeur en République gabonaise. On l'a dit même en matière de gestion, lorsque Omar Bongo était encore à la tête de notre pays. Qu'il doit se délecter de la situation du pétrole, qui est certes le fer de lance de notre économie, mais au-delà de tout, on ne peut pas compter que sur le pétrole parce que dans le cours du marché, elle a montré son instabilité. Il fallait conduire des pays à caractère pétrolier tels que le Gabon, l'Angola et les ressortissants des Émirats arabes et des pays du Golfe à une diversification économique. Et pour ceux qui sont justement des spécialistes de cette question, il fallait s'ouvrir à la mondialisation. Oligui ne peut pas tenir un tel discours parce que le Gabon également vit de plus de 35% de ses emprunts extérieurs. Et jusqu'à preuve du contraire, vous allez me démontrer qu'aujourd'hui, ce sont des commerçants qui vivent d'une économie de rente qui deviennent un danger pour le système de prédation de notre économie. Je dis merde alors et chiche. Écoutons le discours du dirigeant gabonais. Parce que j'ai vu que le Phénix, tous mes frères là, hein, ils sont sur les panels à dire que « Oh non, mais vous savez, le Gabon a un problème. » Et le problème, c'est comme le poisson, ça pourrit par la tête. Oligui a fait asseoir le lit de la séparation et du séparatisme dans notre pays. Demain, je ne veux pas gâter le live de princesse. Là où Oligui part, il dévise les gens. Comme a dit princesse, qu'il est vraiment frappé du sceau de la trahison. C'est pourquoi tout ce à quoi il touche est voué seulement à l'échec. C'est un roi maudit. Écoutons son discours, rassembleur. Je suis allé chez eux, les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Ah. J'ai été là-bas. Oui. En Afrique de l'Ouest. Oui. Au Maghreb, les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand j'ai dit on va le faire ici, on me dit je suis xénophobe? Écoutez. C'est parce que ils ne veulent pas que les Gabonais vous travaillez. Vous entendez? C'est les mêmes qui vont sur les télévisions pour me combattre. Vous me dites oui, c'est la xénophobie qui va s'installer, on est en train de chasser les étrangers. Je ne chasse pas les étrangers. Vous entendez ce qu'il dit? Que les gens l'ont combattu, que les gens ont sous-entendu que c'est la xénophobie. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que à 3 semaines de l'arrivée d'Oligui, j'ai des grands frères qui sont docteurs en sciences politiques qui m'avaient interpellé. Que faites attention à votre président. Parce qu'il risque de surfer sur le repli identitaire pour vouloir cacher ses incapacités. Aujourd'hui, le temps finit par leur donner raison. On va dire que c'est la xénophobie. Mais Brice, un autre Toto, c'est toi là-bas. Xénophobie. Tu exagères! J'ai été au Sénégal. Tous les chauffeurs de taxi, c'est des Sénégalais. Ils ont donné 5% de la licence aux Guinéens. Je ne me trompe pas. Au Bénin, j'ai été. Au Maroc, j'ai été. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Pourquoi on veut toujours nous dire non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon? Moi, je sais où je conduis ce pays. Je veux que vous puissiez trouver du travail. Écoutez une autre pembèche derrière. Amen! Elle est complètement en transe, une folle! Dans le public. Oh, amen! Il est même devenu maintenant une divinité, une déité. Ah, on va arriver. Incroyable. Les gens lui ont dit que Oligui allait promouvoir un tel discours. C'est le lit de la xénophobie. C'est le lit de la passion démesurée. C'est le lit qui fera sortir des anciens repris de justice, des gens qui ont décidé de régner dans le pays par la terreur et par le crime organisé. Regardez quelqu'un, un apôtre du discours soi-disant de comment on appelle ça? Ils appellent ça même comment? Leur chose là. Non, ils ont un mot là qu'ils utilisent là. Pardon, aidez-moi.
Si c'est quoi des nationalistes ou quoi, ils ont un truc là. Moi-même, je dis ça souvent. Aidez-moi dans les commentaires. C'est pas le patriotisme, non. Non. Gabon d'abord, mais il y a un mot que j'aime utiliser là. La préférence nationale. Merci. Ils sous-entendent qu'ils sont des architectes de la préférence nationale. C'est parce qu'il faut promouvoir la préférence nationale que toi, tu vas aller attaquer les commerces, des sujets, des petits commerces, des sujets étrangers. Et qui va le faire? Un ancien tolard. J'ai vu une ancienne, une amie à moi, je ne dirai pas son nom, c'est même une petite sœur, qui a été première dauphine de Miss Gabon. Qui le poste, hein? Oh, vraiment, tu es un digne soldat, vraiment, en tout cas, le pays est fier. Je ne suis pas fier de lui, c'est un bandit. Je ne peux pas. Et je condamne avec la plus ferme énergie qu'un repris de justice de cette envergure-là soit associé à des dignes patriotes et citoyens comme nous. On vous a dit que moi, depuis que je suis venu à l'étranger, j'ai un casier judiciaire. Je ne fais que vous dire que mon casier judiciaire est aussi vierge que la virginité d'un nouveau-né sorti à peine du ventre de ses parents. Mon casier judiciaire est vierge. Oh, mon casier judiciaire est vierge. Je ne m'associe pas avec les braqueurs, les bandits. La place des bandits se trouve hors de la société. Parce que le ministère de la Justice, qui est une institution, a la responsabilité de les mettre hors d'état de nuire. Écoutez les discours prohibés par un président de la République. Oh, mais les gens lui parlent. Non, monsieur, on va te parler aux Nations Unies, aux Ligues. Parce que le discours que tu tiens, c'est un discours moyenâgeux. C'est un discours avec lequel Jean-Marie Le Pen a flirté. Pour nous qui sommes allés un peu vers l'école, je me souviens, vraiment, le nom de mon professeur là, il doit se dire que mais la petite fille là, elle fait sa politique, elle tire mon nom, c'est pour dire que je suis avec elle en intelligence. Vraiment, monsieur Enyang Zolo, je vous demande pardon, mais vous avez mal fait de me faire aimer les cours d'introduction générale au droit et de me préparer aux classifications dans le deuxième trimestre. Monsieur Enyang Zolo, vous aviez tellement raison que entre la règle de droit et comment elle est appliquée, il y a un énorme fossé. Monsieur Enyang Zolo, je ne sais pas si vous êtes encore en vie, mais vraiment, en tant que garant de la règle de droit, comment, en tant que fils et intellectuel de ce pays, pouvez-vous analyser le discours de ce monsieur-là? Parce que je sais qu'en cours constitutionnel, vous nous aviez expliqué que le surnom de monsieur Jean-Marie Le Pen était le diable de la République. Pourquoi? Parce qu'il prônait le rejet, il prônait la ségrégation. Et c'est comme ça Jean-Marie Le Pen n'est arrivé nulle part en politique. Il a fallu que des personnes plus aguerries, des personnes plus stables psychologiquement, Lady Ada, prends le cœur orange, tu as les dents grillées. Ça me dérange de vous voir avec le profil gris et vous pouvez prendre le cœur juste à côté de mon nom. On n'a même pas atteint l'objectif. Je vais couper les commentaires parce que Princesse n'est pas là et vous ne tapotez pas mon live. Vous ne prenez pas les cœurs orange. Je vais couper les commentaires. Vous allez rester aujourd'hui sans commenter. On a plein. Tous les jours, je vous dis, prenez les cœurs orange, j'en ai besoin. Ça sécurise mon live aussi. Je ne vais pas vous supplier pour ça. Peut-être comme vous ne voulez pas prendre les cœurs orange, donc vous n'avez pas besoin de commenter, vous allez m'écouter. C'est pas grave. Ceux qui veulent partir, pouvez partir. Je vais mettre les commentaires un peu en sourdine. Le temps qu'on atteigne les 100K et le temps que vous preniez les cœurs orange. Le Pen a flirté dans ces discours-là. Le Front National. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, il a même fallu aux héritiers de son idéologie politique, il a fallu qu'ils changent même de nom pour sortir des schémas-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enlisés. Toutes les fois que tous les autres font, que ce soit les gens de la droite, que ce soit les gens de la gauche et même les centristes, qui sont, et pourtant il est de l'extrême droite, mais les pondérés là, hein, les modérés là, de la droite en politique, de la droite, refusaient de s'associer à lui. Au point où il fut surnommé
dans la sphère politique, le diable de la République, parce qu'il prônait le rejet des autres. Il voulait une France, sachant que la France avait un passé ségrégationniste, un passé néocolonial et un passé esclavagiste. Mais il voulait cette France sans les enfants de leurs tirailleurs. Il voulait cette France sans les enfants de leurs anciennes colonies, les ressortissants de leurs anciennes colonies. Et les spécialistes de la politique mondiale ont démontré à Jean-Marie Le Pen que tu ne seras jamais, comme disent les Nouchis, en Côte d'Ivoire, il n'est jamais devenu président. Jamais. Pour dire jamais. C'est pour dire que c'est la force de l'expérience. La France était obligée de suivre le pas de son aîné avec qui ils ont conquis les continents. Son aîné, c'est qui? C'est l'Angleterre. C'est le UK. United of Kingdom. Et le United of Kingdom a accepté de gouverner et de légiférer, continuer d'avancer en acceptant d'abord son passé néocolonialiste et ségrégationniste. Je vous ai dit, personne n'essaie d'électer. Au contraire, les héritiers par la lignée de sang et des rangs ont accepté d'expier les péchés collectifs de leurs ancêtres parce qu'ils l'ont hérité quoi? Par le lien du sang et par le droit du sol. Il a fallu repartir dans les textes fondamentaux pour légiférer la légitimité souveraine au peuple autochtone de ces continents qu'ils ont trouvés et conquis par le glaive. Jean-Marie Le Pen n'a jamais vu son rêve se réaliser. Et je vous le dis à quiconque, allez dire à la gabonitude, la petite Le Pen, qui se cache matin, midi et soir derrière un pseudo. Si le combat que Gabonitude mène sur Internet est un combat digne, est un combat qu'elle estime être juste, pourquoi elle se cache et ne montre pas son identité? Je suis désolée. Il faut qu'elle assume. J'aime ce que les enfants de mon mari, Barthélemy Bimvono, disent. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Vous êtes d'accord avec moi? Si Gabonitude mène un bon combat, pourquoi depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, apprenez l'exclusion, apprenez la haine des non-gabonais? Pourquoi elle ne montre pas son visage? Si ce qu'elle estime comme combat faire est bon et juste, mais Gabonitude sort du noir. Tu parles de moi en longueur de journée là-bas avec quelques ambianceurs qui traînent avec toi sur les réseaux sociaux que oui, t'as été congolais, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Mais au moins, moi, on peut mettre un visage à mes origines congolaises que tu m'as donné sur ton panel. Mais toi qui es gabonaise de souche, qui n'a aucun sang, hein, qui est venu d'ailleurs, parce que c'est toi aujourd'hui qui peux nous apprendre comment est-ce que nos ancêtres ont migré. De là où ils ont marché dans le nord ou le sud, Soudan là-bas, pour venir se sédentariser. Toi, tu ne sais pas que nous sommes des comment on appelle ça, des petits enfants aussi, des nomades. Et qu'ils ont marché conquis, jusqu'à, ils se sont sédentarisés en Afrique centrale. Sors du noir. Prouve-nous que tu es prête à assumer le combat que tu mènes. Si même Marine a clashé son père jusqu'à sur son lit de mort, le père et elle, le père a quitté sa fille, séparés. C'est parce que la fille a dit que papa, tu veux tuer notre parti. Soit tu vas te moderniser, ou soit tu vas rester nostalgique d'un temps en temps. Nous ne sommes plus à l'époque du néonazisme. Et Marine est partie avec le projet politique de son père pour donner la chance un jour au RN de gouverner la France. Ils ont repensé leur stratégie. Ils ont revisité leur pensée politique. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les suffrages parlent d'eux-mêmes. S'il fallait aller sur un comparatif entre la population du Gabon et celle de la France, mais il y a très longtemps que le Front National ou le RN aurait gouverné l'exécutif au Gabon. Parce que sur le principe de la démographie, plus de 10 millions de Français sont allés voter en faveur du Rassemblement national. Pourquoi? Parce que le discours aujourd'hui que prônent les frondeurs de ce parti est un discours pour moi que j'estime être assez cohérent avec la réalité. C'est l'un des seuls partis en France qui regarde les Africains pour leur dire la France à la France, les Africains, l'Afrique aux Africains. Et j'accompagne l'un des discours de M. Choguel Maïga, même s'il est parti aujourd'hui à la tête de la primature du Mali, qui dit, et dans une interview face à Boisbouvier, qui pensait piéger les militaires
de la République des Aigles du Mali en voulant prôner soi-disant une pensée prohibée du rejet anti-français. Il dit, le Mali n'a pas d'ennemis. Le Mali a au contraire beaucoup à gagner en discutant de manière d'égal à égal désormais. Vous avez la technologie, nous avons les matières. Discutons comme vous allez discuter chez les ressortissants du Moyen-Orient. Les ressortissants de Middle East ont non seulement que le pétrole, mais regardez comment aujourd'hui, ils sont à des années-lumière de développement. C'est tout ce que Choguel Maïga disait. C'est-à-dire que c'est fantasmagorique. C'est une propagande mensongère de vouloir faire croire qu'il y aurait un relent de ressenti anti-français. La France, et soit par le biais de ses politiques, a voulu se victimiser. J'ai écouté Emmanuel Macron à Yaoundé dire qu'il fallait que cette génération d'Africains que nous sommes, nous puissions aller les rejoindre en Ukraine parce que ce qui se passe en Ukraine n'a absolument rien à voir par rapport à la traite négrière, que c'est l'un des génocides. Ça dit ce qui se passe en Ukraine est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé dans les maquis avec nos pères. Bamileke qui sont dessinés avec les comment on appelle ça, avec les Bassa au Cameroun. C'est vrai qu'ils ont tué Oumniobé. Ils ont esclavagisé nos monarques. Béanzé est parti mourir où? C'est pas dans les Antilles. L'un des derniers rois du Mandé, parce que moi, je suis une fille du continent. Ok? Le dernier monarque de la lignée de Kankan Moussa. Il y a un vestige ici au Mexique, ici en Amérique latine, qui démontre que Kankan Moussa a visité les continents. Le dernier roi des Mandingues, quand on parle du Mandé, on sait que ça va, c'est la lignée des lions, les Waraba, est mort chez nous, en République du Gabon. Samoré Touré, il a été assujetti parce qu'il fallait arracher ces territoires. Et ils ne se sont même pas limités là. Hein. Ils ont fait le génocide identitaire. Je vous exhorte à aller lire le livre du roi Geronimo. Un roi amérindien qui est mort trahi par son peuple. Et au soir de sa mort, les gardes, comment on appelle ça? Les gardes, comment on appelle ça? Excusez-moi, je suis comme un peu en transe, donc des fois je perds un peu. Les gardes pénitentiaires appartenant à l'Angleterre ont estimé qu'il fallait, dans les mémoires du roi Geronimo, du moins du prince des Moraca, traduire quelles étaient les pensées de cet Amérindien-là. C'est eux qui font le témoignage, les derniers moments de Geronimo, qui doit être exécuté parce qu'il défend sa terre. Geronimo dit, les visages pâles nous ont enchaînés. Les visages pâles nous ont tués. Mais ce qu'il a admiré chez les visages pâles, c'est qu'ils ont réussi à nous faire détester ce que nous avions gardé comme héritage identitaire. Le génocide identitaire est le génocide le plus réussi de toute l'histoire des colonisations de l'univers. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à l'Afrique? Rien du tout. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont pris nos rêves. On ne rêve pas sur le continent africain. Quand j'écoute le niveau des échanges qu'il y a, ton pays et machin, mon pays, on est tous logés à la même enseigne. Nous faisons tous face aux mêmes réalités. Quand vous voyez les ressortissants des communautés étrangères et amis venir faire des boulots de merde, parfois avec plus de diplômes que nous-mêmes, Gabonais et Gabonaises, ne pensez pas que c'est parce que ils ont choisi cela. S'ils avaient le choix, ils seraient restés chez eux. Vous voyez les Qataris venir demander l'asile aux États-Unis. Donnez-moi un peu, ou bien les Saoudiens. J'ai envie de voir. Vous avez vu les Dubaïotes demander l'asile en France? Jamais. Quand les princes du Moyen-Orient arrivent, tout le monde sait que ça va jazzer dans le business. C'est à base de la force, de l'argent. Only money is talking. Only money is talking. C'est pour ça les Américains disent money is power and respect. C'est la force de l'argent. Les gars sont forts. C'est des débiteurs en matière de devises. C'est le pétrodollar que vous voulez voir. J'ai vu comment Bloomberg, un milliardaire, notre ancien maire de New York, quand il y a eu
le 7-Eleven, comment on appelle ça? Le 9-11 autant pour moi, et à Manhattan. Je n'étais pas encore aux États-Unis, hein, mais j'ai suivi un reportage. Il faut voir comment est-ce que le maire de New York a arraché le chèque que l'Arabie Saoudite avait donné aux États-Unis pour essayer de restaurer la situation de cette crise. Il avait peur même que l'un des princes saouds là retienne le chèque ou oublie. Bloomberg a tremblé comme ça, arraché ça. Il a gardé ça comme ça sous les selles. Je dis que, Bloomberg, toi, les défenses financières de ce pays-là, tu peux trembler, c'est que les zéros, ils ont caché le nombre des zéros. Les 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 là. Les Américains ont dit que yes. Vous les voyez demander l'asile. Les Gabonais, vous commencez à devenir des demandeurs d'asile. Ce sont les signes avant-gardistes que nous sommes en train de toucher le fond. Vous êtes dans des débats parallèles. Vous ne voyez pas comment la situation d'extrême pauvreté est en train de s'asseoir à la tête de notre pays. On a une jeunesse qui est en train d'errer dans les réseaux sociaux. Nous sommes des ressortissants d'un pays à caractère pétrolier. Ça veut dire que nos promotionnaires, ce sont les Dubaïotes, les Émiratis. Mais nous mendions même encore pour avoir de l'électricité. Je lis des plaisantins qui m'exhortent à revenir au Gabon. Moi, ça fait plus de 10 ans, je ne connais plus les coupures d'électricité malgré les calamités naturelles. Je ne connais plus ça. Mon corps n'est plus adapté. Je peux mourir de paludisme parce que je vis dans un milieu où le strict minimum est réuni. Vous vivez dans le noir, mais c'est les Béninois qui vous ratent. Les Béninois, vous êtes en train de louper les soi-disant Avengers, qui soi-disant au nom du patriotisme des noyaux, vous perdez du temps, construisez votre pays sans notre pétrole, réussissez là où nous avons lamentablement échoué. Ne perdez pas le temps dans les réseaux sociaux. Les Gabonais sont des gueulards. Les Gabonais n'ont pas compris quel est le véritable sens des priorités. En fait, ils font le coup de... Vous voyez quand vous êtes dans le sable mouvant, mais vous voulez rester digne, par principe. On dit, mais tu es en train de t'engloutir. Non, il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. Non, mais j'ai pris un peu de poil. Mais tu te raccourcis. Non, mais il n'y a rien. Je vais un peu en bas là-bas voir ce qui se passe. Oh, il est en train de partir. Parce que moi-même qui vous parle là, nous les Gabonais, on est comme ça. Hein? On est très dignes. Même dans la pauvreté, on reste digne. Mais est-ce que, parce qu'il faut être digne, qu'il faut accepter tout et n'importe quoi? Vous êtes en train de confondre l'incivisme, le chauvisme au soi-disant patriotisme saugrenu à la sauce oliguaise. Et vous voulez assimiler les gens à ça? Oligui est un dirigeant médiocre. Il y a des gens même qui insinuent que mais vous n'avez pas vu ce que Trump est... Vous ne voyez pas ce que Trump est en train de subir aujourd'hui. Mais c'est parce que peut-être vous ne comprenez pas l'anglais. Les républicains ont lavé Trump qui a sorti le démon de Tesla de la Maison Blanche. Ce sont les républicains eux-mêmes. Parce que l'Amérique estime avoir trop de maturité en matière de gestion. Ils estiment que ces questions-là, les leitmotifs principaux là, de Trump ne font absolument pas partie des priorités de l'Amérique. Ce sont des structures politiques moyenâgeuses. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus engagé que les républicains pour combattre sa manière de gérer. J'ai fait ta maman, Gladys. Votre pémodo. Coach a déjà fait quoi au Gabon? Les PDG sont déjà fait quoi au Gabon? Où est passé l'argent du pétrole, Gabonais? Regardez-moi ça. Mais vraiment, la honte de ça. Un pays là où vous n'avez même pas le courant. Dans la capitale économique, une ville pétrolière. Gamba à l'époque. Regardez, rentrer n'a pas de dignité. On l'a muté, elle revient dans le lab. Mais vraiment, vous êtes esclave, hein? Tapotez mon live, s'il vous plaît, partagez. Remplissez les objectifs. On te chasse, c'est-à-dire on te mute. Sois digne. Aujourd'hui, vous ne bloquez pas. Vous les mutez seulement. Ils vont suivre. Je leur donne un cours de sciences d'éducation civique. Ne les bloquez pas. Ils ont besoin d'écouter la bonne parole. Ça va vous délivrer. À Swargon. Vous faites de l'incivisme. Vous êtes des bandits. Vous êtes une jeunesse aux abois. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise se rend en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient une destination de rêve. Une destination de, comment on appelle ça? D'ambition. Pour la jeunesse gabonaise. Regardez un peu mon petit frère Antala. Comment il divague dans Internet. Il va au Togo, il se cherche un peu. J'en parlais aujourd'hui. La jeunesse est livrée à elle-même. Au pire des cas, on vous envoie maintenant aller discuter maintenant la cordonnerie,
C'est-à-dire que les métiers de la classe ouvrière, tandis qu'il y a une infime partie qui se gave à l'argent des matières premières. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ils continuent de nommer leurs enfants à ces hauts postes de responsabilité là. Les Gabonais vont à Abidjan maintenant se chercher. Ce sont les signes avant-gardistes que nous sommes en train de devenir un pays en extrême pauvreté. Regardez comment est-ce que l'illusion est en train de remplacer la raison. Au Gabon, au jour d'aujourd'hui, lorsque tu as l'argent, même dans le cadre de la cellule familiale, tu peux être le cadet de combien d'années? Tu n'as pas droit à la parole. C'est du vécu. C'est du vécu. Je ne parle pas d'autres familles, je parle de la mienne. Les oncles cadets, les tantes cadettes, qui ont soit des maris blancs, qui ont plus d'argent, n'ont absolument rien à dire face à leurs sœurs et leurs grands frères aînés qui n'ont pas réussi à avoir un peu d'argent. On est en train de renverser la morale. Le Gabon va devenir pire que le Cameroun de Paul Biya. Je pèse mes mots si on ne se lève pas. Nous devons sonner l'alarme, sur la sonnette d'alarme, pour interpeller le monde entier à nous aider à restructurer les véritables bases fondamentales d'un pays sérieux. Nous sommes dans un état voyou. Gamba était classé dans les années 80, au début des années 80, ville la plus chère au monde. Vous le savez? Gamba, l'ancienne capitale pétrolière de la République du Gabon, était classée comme Luanda. Dans le classement mondial, l'une des 5 villes les plus chères au monde. Vous êtes déjà là, Gamba? La seule richesse qu'il y a là-bas, c'est la faune avec les éléphants qui déambulent. L'argent du pétrole est parti où? C'est où? C'est ça le vrai débat. L'argent du manganèse est où? Abeke, sors! Venez nous parler. Tu nous as tués avec votre multinationale de la Comilog, dite société, compagnie minière de Logoué. Vous ne nous laissez aujourd'hui que des maladies cancérigènes, des maladies orphelines. Omar Bongo vient, il dépose soi-disant un centre de la recherche pour des maladies orphelines, le SIMS ou le SIMF, à Franceville, à Mvengue. Vous nous avez déjà chassés de nos territoires, soi-disant au profit de l'exploitation du manganèse. Moi, je suis un bébé des mines. Mes grands-pères n'ont travaillé que là, à la Comilog. Ils n'ont pas vieilli. Ils ont tous eu des maladies, insuffisance rénale, telle maladie. Ils sont partis à la fleur de l'âge. L'argent de notre manganèse est passé où? C'est ça le vrai débat. Oligui arrive, au lieu d'arrêter, de mettre c'est-à-dire un comité d'investigation pour aller prendre dans les héritages de ces familles-là qui se légifèrent de façon biologique la manne financière de notre pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des postes de promotion, il leur donne des postes à haute responsabilité, il leur crée même l'immunité parlementaire et diplomatique. Et il prend nos enfants, il leur dit non, quand moi, je vais au Sénégal. Le Sénégal t'a dit qu'ils ont développé leur pays parce qu'ils permettaient aux Sénégalais de conduire le taxi chez eux. Quand tu es allé voir Sa Majesté du royaume chérifien, il t'a dit que c'est parce que comment on appelle ça? Comment on appelle même les autochtones là de l'Afrique du Nord là, les pieds noirs là. Ils t'ont dit que c'est parce que chez eux, ils permettent aux Marocains de conduire le taxi chez eux qu'ils ont développé. Est-ce que vous savez que le Maroc a développé son pays grâce au tourisme et au partenariat stratégique avec les Bédouins, merci, avec les pays de l'Afrique subsaharienne, parce que Kadhafi avait été un futuriste. Il avait dit à ses frères d'Alger et de Tunis et tout, il a dit, écoutez, on ne va pas supplier la reconnaissance de nos frères du Moyen-Orient. Certes, ils nous ont conquis, certes, ils nous ont assujettis, nous avons gardé la culture et les langues et même parfois les religions, mais tournons-nous, ils ne veulent pas de nous. Et ils se sont tournés vers l'Afrique subsaharienne. Un pays qui n'a que les dates et les sites historiques. Mais regardez comment le Maroc est structuré aujourd'hui. C'est-à-dire que de très loin, il n'y a même pas une comparaison à faire entre le Gabon et le Maroc. Même l'Algérie qui est là, dans les coins les plus reculés de l'Algérie, ils ont des structures universitaires académiques de très haut niveau. Et pourtant, ce n'est même pas le haut niveau comparé à la France ou même à la Tunisie. Mais je vois que les Gabonais, vous rentrez maintenant, allez vous instruire dans les villages des Maghrébins et vous venez parler sur Internet. C'est les Béninois qui vous ont loupé.
Le débat se situe où, en fait? J'entends même que des gens veulent comparer carrément, hein, Patrice Talon Oligui. Mais vous êtes vraiment courageux, hein? Ça, c'est la partie même qui... Le chanvre. Le chanvre. Le gars, avant de devenir chef d'État, il était déjà classé selon le magazine Forbes. 15e fortune de l'Afrique francophone subsaharienne. Allez dire que Tata Huguette dit que le nouveau président, je ne dis pas que c'est un bon président, hein, parce que Talon aussi on a des choses à lui dire, c'est un vendu là-bas, un aplaventriste à l'Occident. Mais au-delà de ça, à comparer avec votre militaire de niveau brigadier, sac à dos, Talon était de très loin le patron d'Oligui. Et il est toujours, parce que on peut avoir enlevé le villageois du village, mais est-ce qu'on a enlevé le village du villageois? Telle est la question. Alors c'est l'employeur de Oligui, mais de très loin. Le gars, il pèse en matière d'affaires. 15e fortune de l'Afrique francophone subsaharienne. Vous comparez quoi? Comme dit Fali Poupa, trop d'avance, hein? Bozala Kamadini, comme Rolls-Royce et Sir Moto. Tokos, aigle. J'ai dit aigle. Vous comparez qui à quoi? Et ils vont venir pleurer, hein? Oh, le président de la République, il est le président de qui? Un médiocre, un cancre, un porteur de sac, qui est arrivé là par le coup d'un accident historique parce que les PDGistes n'ont pas voulu respecter le choix des urnes. Vous pensez même que Ondo Sala, on peut le comparer à Oligui? Laissons même Talon, parce que vous allez dire, je vous connais, vous êtes des émotifs, je sais, ça vous fait mal. Je vais vous soigner. Ondo Ossa, qui est là. Vous savez que Ondo Ossa est de très loin incomparable à Oligui. Sur le plan intellectuel, le plan, je ne sais pas. C'est-à-dire que même être militaire là, Ondo Ossa peut donner des cours de sciences militaires à Oligui. Oligui n'est que le produit du clientélisme et du népotisme qui a toujours régné à la tête de notre pays. Un militaire qui a fait ses classes grâce au décret, à l'enveloppe kaki, allez me prendre un peu son relevé de notes là-bas à Meknes ou Meknes, là où il était là-bas, au lieu d'aller garder le bétail. Écoutez même, hein, le niveau des débats. On a insulté le président. On a insulté le... On l'a loupé. On l'a bien loupé. Vous êtes dirigé par un cancre. Et vous êtes dirigé par un médiocre, le président de la honte, le plus bête de toute l'Afrique centrale. Je dis bien, vous prenez Sassou. Vous prenez le seul peut-être, je pense qu'Oligui est un peu peut-être plus intelligent que l'enfant de comment il s'appelle aussi, l'autre là, le Chebab là qui était à côté là, au Tchad, parce que non, vraiment Oligui je le lave, mais votre petit Mahamadi là, Kaka Déby. Vous avez déjà écouté les discours de Kaka Déby? Donc vous dites que c'est l'hécatombe. Mieux même Oligui est vrai malade. C'est-à-dire que le père l'a regardé, lui a dit que écoute-moi bien. Wallah, que c'est des Arabes, non? Viens ici. Mais il sait au moins manier la Kalachnikov. Là où Kaka Déby est mieux que Oligui, c'est qu'il sait manier la Kalachnikov. Même en termes. Hein? Même en termes de structure militaire, le petit Kaka Déby donne des coups. Parce que c'est des guerriers, hein, c'est la première armée de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Vous savez ça? Le Tchad, c'est une force, c'est une puissance militaire. Chez nous, les Tchadiens, hein, on peut se moquer de eux. Ce sont des éleveurs de bœufs. Oh, c'est des buveurs de lait de vache. Mais en matière d'artillerie, de maîtrise militaire, les Tchadiens sont debout. C'est des farimans. C'est des bons farimans. Les Tchadiens, c'est des guerriers. Hein. D'abord, vous savez que eux tous, c'est les enfants du désert. Les Tchadiens, c'est des courageux. Même en matière de structure militaire, le petit Kaka Déby met... Je vous dis, hein, si on pouvait lancer un défi, on prend Oligui son parachute, parce qu'on dit que c'est un parachutiste. On prend Oligui, on le met le bandeau, on dit que, allez, montez-moi une arme, vous prenez Kaka Déby, vous prenez Oligui. Peu importe le niveau d'arme que vous amenez, vous serez... Oligui, je vous dis que c'est seulement la malchance. Je vous dis qu'il y a un truc qu'on a dû faire dans le pays. Dieu nous a punis, dit que vous allez diriger par un mongol, un idiot. Il y a un truc, hein, c'est karmique. Il y a un truc on doit tous, que ce soit les sorciers, que ce soit les religieux, que ce soit tout. On doit seulement faire une prière universelle pour demander à nos ancêtres pardon.
Parce que, pour qu'on ait des gens comme Oligui, c'est qu'on nous a frappé du sceau de la malédiction. Un malade, je l'ai vu, il est là dans l'avion, il a les papiers. Je dis que, j'ai demandé à ma marraine que, les papiers qu'il tient là, c'est quoi? Des papiers pertinents? Des papiers quoi? Importants? Le gars, mais c'est incroyable! Et c'est pour un malade mental comme ça que moi, Dana, vous avez vu, mais on insultez-le bien. Dites que c'est Tata Huguette qui a dit que Patrice Talon emploie Oligui. C'est un porteur de sac. S'il avait fait la diplomatie militaire, là au Bénin, Oligui allait porter le sac de Talon. Parce que Talon voyait le patron d'Oligui. Oligui n'était même pas encore en formation militaire. Que Talon, on l'ouvrait déjà la porte. Dans nos palais présidentiels là, pour écouter ce qu'il a à dire. C'est une plus-value de notre continent. Les amis de Dangote, c'est comme si aujourd'hui vraiment on dit que non, Dangote et Oligui, on va les comparer. Et jusqu'à les gens vont pleurer que... Jusqu'à... Les Gabonais, je vous dis que les Gabonais d'Oligui, je ne parle pas de tous les Gabonais, les Gabonais qui sont frappés de la maladie d'Oligui sont capables d'aller clasher Dangote. Pour dire que, vous parlez d'Oligui? Dangote c'est qui? C'est la drogue, hein? La drogue. C'est la drogue. Et je les vois matin, midi et soir. On peut ne pas aimer le chocolat des filles, mais le chocolat des filles a mis bam dans nos côtes. Il dit que mais pourquoi certains activistes vont aller pleurer parce que, soi-disant, des ressortissants des communautés étrangères clashent Oligui, mais vous êtes les premières personnes à le clasher. Et c'est vrai. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Il suffit seulement qu'on tape sur Internet, Google, Gabon, actualité. Les vidéos de Tata Huguette vont sortir. Les gens verront que je suis en live. Les vidéos du Phoenix vont sortir. Les vidéos de Yandon vont sortir. Les vidéos de Jonas Moulenda vont sortir. Les vidéos de Princesse de Souba vont sortir. Il y a deux choses qui vont se passer. Il y a ceux qui vont écouter et qui vont être rassasiés et satisfaits en se disant « Ah, on va même répondre quoi? Écoutez même comment sa population parle de lui. » Il y a d'autres qui vont dire « Allons-y répondre. » Mais en répondant à Oligui, on va prendre les propos de sa propre population face à lui. J'écoute les gens dire que prenez-le comme un père. Vous avez déjà entendu comment notre père parle de nous? Il va s'asseoir là-bas. Je ne sais pas où il était, à Abu Dhabi ou je ne sais dans quelle ville de Dubaï. Il prend la caméra, hein. Il dit que je suis tellement déçu. Oui, les Gabonaises font du porta-porti à Dubaï. Et les Gabonais au masculin, c'est des fémanes et des escrocs à Dubaï. Notre père, hein, c'est comme ça il parle de nous. Quand on veut nous clasher, on ne parle pas, on tape seulement Gabon actualité. La vidéo dont je vous parle là, on prend ça, on nous lave. La fille camerounaise, comment on appelle ça? Je sais que le Phoenix insistait souvent d'aller essayer de la sensibiliser là. Elle le disait. Elle a sorti la vidéo d'Oligui, j'ai regardé le live. Et elle nous traitait, nous les Gabonaises, de prostituées. Est-ce que ce qu'elle a dit est faux? Je veux vous demander, votre patriotisme là, quand... C'est vrai que j'ai pardonné à Nazi, et je ne reviendrai pas là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que Nazi a racheté en partie. C'est vrai que l'humiliation qu'il m'a fait subir n'est peut-être pas équivalent, ok, à l'opprobre auquel il m'a congédié. Mais je ne peux pas en vouloir qu'à Nazi. Je vais en vouloir à ceux qui ont donné de l'argent à Nazi et qui ont envoyé Nazi le faire, parce que je peux prouver qu'on a envoyé le faire. Les mêmes Gabonais qui pleurent derrière Oligui étaient les abonnés de Nazi comme ça. Nazi fort! Nazi puissant! Nazi, votre patriotisme est à géométrie variable. Je n'y crois pas. It's a joke. C'est un gag. Et si il y a une autre personne qui peut faire pire que Nazi, vous allez le suivre. Je vous connais. Votre patriotisme là, vous choisissez avec qui le faire. Ou bien les activistes là que Nazi, ou Ondosa aussi, il fait les vidéos aussi pour insulter Oligui. Lui, il fait seulement ses conférences de presse, c'est un politicien. Hein? Pourquoi on devait insulter Ondosa? Pourquoi on devait insulter Madame Akoli, fille de notre premier président? C'est la fille de Léomba. Oligui a, comment on appelle ça? A financé ça. Et je vous dis, retenez bien. Oligui, tu peux te cacher comme tu le fais. Oligui, tu peux faire enfermer tous les Libanais les plus puissants au sous-sol de ta présidence. Mettre la pression avec Yalis à tous les Libanais qui ont réussi. Menacer les intérêts stratégiques. Vous savez que l'ambassadrice du Liban est rentrée. Vous le savez? Vous vous rappelez de l'ambassadrice là, non?
qui affirmait que Nazi était gabonais. Est-ce que vous êtes au courant que cette dame-là est rentrée après autant d'années? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi? Hein? Beaucoup de gens ne le savent pas. Elle a demandé à repartir chez elle. Je ne sais pas s'il y a déjà un nouvel ambassadeur du Liban au Gabon, mais je vous informe que l'ambassadrice du Liban est rentrée. Oligui est en train de faire une traque au petit Nazi là-bas. Comment je le sais? Je le sais parce que je suis rentrée en contact, comme je vous l'avais dit, avec quelqu'un qui travaille dans le journalisme d'investigation. Oligui est en train de persécuter les intérêts de la communauté libanaise parce qu'il veut absolument éliminer le petit Nazi depuis les geôles de la prison là où il se trouve. C'est un problème que je suis de très près. Oligui ne sait pas que nous savons ce qu'il fait vivre aux Libanais actuellement du Gabon. Et bête comme il ne sait pas que si tu touches un Libanais au Gabon, c'est que tu es en train de t'attaquer à tout le gang et l'organisation des Libanais de l'Afrique francophone et de l'Afrique même subsaharienne. Et pourquoi pas? Tapotez mon live, s'il vous plaît. On est à 465. C'est un problème que je suis de très près. Et je peux te garantir une chose, Brice. Je sais que tu m'écoutes parce que tu le dis. Je vous ai écouté dans les réseaux sociaux. Je sais que tu m'écoutes. Brice, si tu t'es assis un jour, je te parle parce qu'il paraît que je suis ta sœur. Un jour, avec un enfant de 25 ans, pour l'envoyer m'humilier sur les réseaux sociaux, ta voix dont tu as peur va sortir sur Internet. Dans les 54 pays du continent africain, tu vas inaugurer, après Ouattara, ce sera toi. Parce qu'on a déjà écouté notre père, l'adorateur en chef, parler de mais pédo d'Antonia Marcucci. Tu peux mettre un peu d'eau d'Antonia Marcucci. You're gonna steal next. You're still gonna next. Trust me. Tu suivras. Tout le désordre que tu fais en Soumalé est là. Tu es un homme de l'ombre. Tu aimes ça. Agir dans le noir, manipuler. C'est toi qui as envoyé le gangster Sami Bouka. Tu es son père. Idéologique, c'est toi qui deals avec Sami Bouka. Comme tu dealais avec Nazi. Et tellement tu es frappé par le sceau. Comme a dit ta soeur, princesse. Princesse, c'est ta soeur directe. Hein? Moi, je ne suis pas parenté avec toi. Princesse, c'est ta vraie soeur. Elle est des conniers et des plateaux comme toi. Elle est des plateaux comme toi. Elle a dit que tu es frappé du sceau de la malédiction. C'est vrai. Tu es un roi maudit. C'est pour ça que tu vas de scandale en scandale. Prenez les cœurs orange, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai vu Maman Massango, des gens réunis, ils racontent que je vois une femme dénudée. Oh oui, venez voir, c'est Maman Massango. Maman Massango, que ce soit toi ou que ce soit pas toi, parce que je ne pense même pas que ce soit toi. Vous allumez la télé. Voici les méthodes qu'ils utilisent en politique pour vouloir faire taire les gens. C'est incroyable, hein? C'est très incroyable. Vous dites que vous voulez construire un pays avec de telles méthodes? Je te cherchais là, que les gens m'ont envoyé les captures. Oh, viens vite. Oh, c'est Maman Massango. C'est un faux compte là. Je vois quelqu'un a les pieds écartés, on voit le diboutou dehors. Venez voir. C'est Maman Massango qui parle. Ah bon? Admettons même que ce soit elle. Et puis on va faire quoi avec ça? On va parler. Aïe. Moi-même qui suis là, je n'ai pas survécu à ça. Mais vous êtes bête en fait. Mais comment? Le président de la trahison qui se fait passer pour un président de la transition, le plus maboule de tous les militaires putschistes que l'Afrique ait connu. Mais mon Dieu, quand vous prenez le petit gars de Burkina là, tu sens que c'est un homme qui se tient devant toi. Le seul putschiste que lorsqu'il est arrivé à la tête du pays, le premier décret qu'il a pris, c'est de pouvoir se marier en polygamie. Mais vous pensez faire du mal à qui? Je ne connais pas le nom de la page, mais moi je suis dans mon live après. On va parler de ça après. Et je vois des gens qui sont là. Non, vraiment, Oligui, le président, tu n'es président de personne. Même Donald Trump ici, on prend baisse sur la balance. Comme disait war, avec Maroukou. Tu es qui en fait? Même Trump, on l'envoie chier. Tu comprends, non?
Tu vois pas comment les artistes là manquent de respect à Trump ici. Kanye West a passé tout son temps à manquer de respect jusqu'à... Il a fait les chansons pour clasher Obama parce que Kanye est très ami avec Donald Trump. Jusqu'à un seul et unique jour, Trump a répondu par le biais d'un journal écrit, il a traité Kanye de jackass. Nous ici on clash. C'est les États-Unis d'Amérique. Tu n'es pas content, on s'en fout. Tu n'as pas vu comment les Américains ont fait un raid sur la maison de Trump. Un ancien président, il n'était pas encore revenu au pouvoir. Le seul président qui a tapé du poing sur la table, c'est George Bush. C'est pas le même George Bush là dont il a pris la photo. Lui, les gens sont venus à la Maison Blanche un matin, le personnel, ils ont dit que mon Dieu, on ne voit plus bien ou bien qu'est-ce qui se passe. Il manque 3 photos dans l'album de tous les chefs d'État de l'Amérique. Où sont les 3 photos? Ils sont allés cogner. Mr. Trump, on lui demande où sont les photos. Il dit que j'ai mis ça à la cambuse. Oh! On lui pose la question que, mais monsieur le président, pourquoi vous mettez ça dans la cambuse? Remettez la presse va arriver. I don't care. It's my fucking business. It's my choice. You have to respect that. Yes. On lui demande que, mais pourquoi tu peux mettre les présidents les photos de tes homologues dans la poubelle? Il dit que parce que, historiquement, c'est les 3 présidents les plus incompétents que toute l'Amérique n'a jamais connus. Et dans le lot, il y a le père, le fils, et il y a encore le même Obama. La première fois qu'il est venu à la tête de la Maison Blanche, il a pris la photo d'Obama, il l'a mis à la poubelle. C'est le personnel de la Maison Blanche qui est parti ramasser que, ouais, il dit, je ne veux pas de ça ici tant que j'habite dans cette maison-là. Provisoirement, je ne veux même pas que mes yeux croisent cette image. On a pris la photo d'Obama, on a gardé ça quelque part. Il a pris la photo du père Bush. Il a pris la photo du fils Bush. Et pourtant, les deux sont républicains comme lui. Obama, lui, c'est un démocrate, mais le père et le fils, c'est pas des républicains comme lui. Il mandate aujourd'hui sous la bannière de quoi? C'est pas du parti républicain. Il a mis les bêtises dans la poubelle. Ils sont fous. Et il y a personne qui est sorti. Je n'ai pas entendu un Africain. Il dit pleurer pour dire pourquoi il fait ça au président? Vous connaissez Bush? Bush est respecté. Il est idéalisé. Là-bas, là, chez les Yankees. Ça dit que s'ils pouvaient même créer une religion dans le Ku Klux Klan là-bas, je suis sûr qu'ils font même des prières à la famille Bush. Bush, c'est une légende. Le clan Bush, c'est des légendaires, c'est des cow-boys. Les stars du rodéo. Il jette dans la poubelle. Je n'ai pas vu les militants du parti républicain venir faire de ça un sujet de conversation. On s'en fout de ça. Au couronnement du roi Charles, on devait inviter Biden. Il était président en exercice. Mais selon la constitution anglaise, il est dit que pour inviter un président, il faut aussi également inviter 2 autres présidents avant lui pour équilibrer. Vous savez que Biden a refusé d'aller au couronnement parce qu'il ne voulait pas que Trump vienne au couronnement du roi Charles. Et eux-mêmes, les Windsor, connaissant comment est-ce qu'il est, ils ont dit que non, il va venir manifester ici.